Et vous nous avez rejoint. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Darius Rochebin. Merci d'être là, monsieur le ministre. Vous signez Le temps d'une décision, récit chez Gallimard. C'est un livre d'abord très bien écrit, parce que chaque fois que vous écrivez bien, et vous écrivez vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas des politiques, il faut le souligner. Et c'est très intéressant pour la politique intérieure, on va y revenir. Pascal Perry va nous rejoindre pour la politique économique, mais d'abord pour la politique étrangère. Vous témoignez de vos relations avec Trump, avec Poutine. Avec Trump, quand on voit les images du jour, c'est-à-dire l'opération démonstrative par les mots, par les actes des Américains de vouloir faire plier le régime de Téhéran, vous décrivez un Trump qui sait très bien déstabiliser l'adversaire. Vous soulignez cet aspect-là. C'est un instinctif qui sait parfaitement voir les failles de ses adversaires, mais qui parfois fait des erreurs. Et cette intervention en Iran, c'est une erreur qui se solde par du désordre au Moyen-Orient, par la flambée des prix du pétrole et par le retour de l'inflation, notamment en Europe. Et c'est une intervention qui montre à quel point les intérêts américains et les intérêts européens sont désormais totalement désalignés. Et que notre intérêt, je l'explique dans le livre, c'est maintenant pour nous, Européens, de nous séparer des États-Unis. De le faire progressivement, en tenant compte aussi des rapports de force, des questions militaires, des questions financières, mais mentalement, il faut que nous devenions indépendants des États-Unis. Parole de Français. Vous savez combien les Allemands, par exemple, en voyant toutes ces images, pensent presque le contraire de nous ici. C'est-à-dire, ils disent surtout que les Américains restent. Quand on leur demande est-ce que vous voulez que les bases s'en aillent, ils disent non, que les bases restent. Ils changent. Je crois que le chancelier allemand, M. Merz, a indiqué que Donald Trump s'était fait humilier. Je ne crois pas avoir entendu, en 30 années de vie politique, un chancelier allemand dire que le président américain s'était fait humilier. Il a eu des mots très durs au moment de l'intervention en Iran. Donc je pense que les choses bougent. Et elles donnent raison à la vision française, à celle que nous avons défendue pendant plusieurs années, celle d'une indépendance européenne qui doit être militaire, qui doit être financière, qui doit être politique, et je le redis, qui doit surtout être mentale et morale. La morale, ça compte en politique. Vous décrivez des scènes fascinantes sur Trump et sa logique. Il faut se méfier. Quand il a l'air de dire n'importe quoi, c'est qu'il évite de dévoiler son jeu. Il parle par exemple avec Emmanuel Macron et il dit n'importe quoi. Il parle de la couleur de la table et il dit les Africains ils sont noirs comme cette table. Il répète ça en boucle. Vous racontez par exemple qu'il le regarde d'un air un peu bizarre, mais c'est pas qu'il veut. Il sait très bien que c'est n'importe quoi, mais il cache son jeu. Il cache son jeu, puis il ne veut pas rentrer dans certaines négociations. Donc, en l'espèce, je raconte cet entretien qui porte sur les tarifs que Donald Trump veut imposer sur le vin français. Ça se passe en France, c'est au G7 de Biarritz, qui est une terre viticole, donc personne n'a envie d'avoir des tarifs sur le vin. Et donc le président de la République rentre directement en discussion en disant ces tarifs, ça coûte cher, ça va pénaliser nos viticulteurs, voilà ce qu'il faudrait faire. Et en fait, Donald Trump refuse de rentrer dans la discussion. Et donc, il regarde la table et dit « Mais regarde, Emmanuel, cette table, elle est d'un noir comme je n'ai vu que les Africains être noirs comme ça. » Stupéfaction, propos à la limite du racisme, propos totalement décalés, mais qui déstabilise l'adversaire et qui est fait pour choquer, pour surprendre et pour empêcher la discussion de poursuivre son fil. Est-ce qu'on peut sortir de l'exception européenne quand on voit cette débauche de moyens américains? Tout à l'heure sur ce plateau, le colonel de Jong disait, je sais pas, ils ont 160, c'est K135, 1000 milliards de dollars, 1500 milliards bientôt. Mais au fond, ils parient sur la force militaire toujours plus. Les Chinois pareil, les Russes aussi. L'Europe a été en fait une exception. Quand on vous lit, on se mesure à quel point l'Europe, entre guillemets, est gentille dans un monde de méchants. Mais c'est surtout que l'Europe, depuis 30 ans, et ce livre prend du recul historique, parce que je pense que c'est très important de comprendre les erreurs que nous avons commises pour ne pas les commettre à nouveau. L'Europe, en 1989, chute du mur de Berlin, et pour elle, c'est la victoire définitive de la démocratie libérale et de la paix. Il s'est produit exactement l'inverse. Et on a eu tout faux. Donc maintenant, il faut qu'on rattrape notre retard et qu'on gagne notre indépendance en faisant des choix qui soient clairs. Indépendance militaire. Là, on voit que l'Allemagne, la France investissent massivement dans les armées. Tant mieux, pendant 7 ans, comme ministre des Finances, je n'ai jamais refusé une augmentation du budget de la défense. Parce que j'ai toujours considéré que c'était une priorité absolue. Indépendance du point de vue financier. On y reviendra, mais il n'y a pas assez de capital en Europe. Donc quand les PME veulent se développer, quand les entreprises veulent grandir, il n'y a pas d'argent disponible parce qu'on n'a pas su faire depuis 20 ans ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire un marché financier unique. Et enfin, c'est peut-être
Le plus important, c'est le point sur lequel j'insiste le plus sur mon livre, parce que la vraie menace sur l'indépendance européenne, elle est là. La tech. Si nous n'avons pas des technologies de même niveau que les technologies chinoises ou que les technologies américaines, c'est la fin de l'indépendance européenne. On peut toujours dire indépendance militaire, si c'est guidé par des semi-conducteurs qui ne sont pas produits en Europe, vous n'êtes pas indépendant. On peut toujours dire indépendance financière, mais si l'ensemble de votre réseau est piloté par Microsoft ou par un géant américain, vous n'êtes pas indépendant. Donc la technologie, l'innovation doivent être la priorité absolue pour l'Europe. Est-ce que nous sommes sortis de l'histoire ? Vous décrivez des scènes, vous racontez des scènes très impressionnantes avec Poutine, par exemple, qui vous parle de Borodino, la bataille de Borodino, comme si elle s'est produite il y a un an avant. C'est-à-dire, pour lui, c'est encore un enjeu de savoir si ce sont les Français ou les Russes qui ont gagné à Borodino. En France, tout le monde se fiche de savoir qui a gagné à Borodino. Moi, je m'en fiche pas. Et je pense que l'histoire est pleine de leçons. Je prends l'exemple de Louis XIII et de Richelieu pour dire à quel point, pour moi, il est important que le rôle du président de la République et du Premier ministre soit clairement défendu. Et je pense profondément que vous n'inventez pas l'avenir d'une nation comme la France sans connaître son histoire, sans l'aimer, sans pouvoir la raconter. Mais pour revenir... Mais pardon, est-ce que nous avons encore ce ressort ? Je vois sur ce plateau, il y a beaucoup de militaires. Ce ressort. Bruno Le Maire, il y a beaucoup de colonels et de généraux, pardon. Ils sont admirateurs de Napoléon. Mais quand on leur dit est-ce que la France d'aujourd'hui pourrait avoir des conquêtes comme à l'époque, ils disent pas du tout, vous rêvez, ça n'existe plus. On conçoit ça comme des temps, comment dire, mythologiques. Les Américains, non. Ils pensent encore en termes de conquêtes. Les Chinois, les Russes. Nous n'avons pas à penser en termes de conquête. Et pourquoi pas ? Nous avons à penser en termes de protection, parce qu'il faut définir notre propre ambition stratégique. L'ambition stratégique des États-Unis, on l'a compris, c'est la conquête. Mais est-ce que ça n'est pas une anomalie en termes de l'histoire ? Regardez, tous ceux qui nous entourent pensent toujours en termes de conquête. Il n'y a que l'Europe qui ne pense plus. Je ne crois pas que l'Europe doive penser en termes de conquête. Parce qu'elle a justement cette expérience irremplaçable de ce que donne la conquête, de ce que ça donne les conquistadors en Amérique du Sud, de ce que ça donne la colonisation lorsque elle commet ses fautes et ses erreurs, de ce que ça peut donner la volonté de puissance avec la Deuxième Guerre mondiale et les exterminations, la Shoah, auquel cela a conduit. Je pense que l'Europe porte en elle la leçon de la conquête. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle doit abandonner ce qui est son premier devoir, protéger ses compatriotes, se donner des moyens de défense et ne jamais déléguer la défense. Comment est-ce qu'on a pu accepter de déléguer notre défense aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut comprendre que si demain la Russie attaque l'Union européenne, ce qui est une probabilité haute, l'article 5 de l'OTAN, celui qui prévoit l'assistance mutuelle, ne sera probablement pas déclenché, que les États-Unis ne viendront pas à notre secours, et que donc la responsabilité des hommes d'État qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ou des femmes d'État, c'est de garantir la protection de l'Europe contre une attaque russe. Protection militaire ne veut pas dire esprit de conquête. Est-ce que nous faisons encore assez peur ? Je me rappelle Gorbatchev en 89, 90, 91 qui disait « Je croyais qu'en libérant une moitié de l'Europe, on allait m'être reconnaissant. » On n'a pas été reconnaissant, on m'a méprisé. Parce qu'on ne fait plus assez peur, on est méprisé. Est-ce que l'Europe fait assez peur ? Non. Mais elle tient qu'à elle de faire peur, mais il faut qu'on soit capable d'audace, capable d'imagination. En matière de défense, je trouve qu'on est encore trop classique. Oui, il faut investir dans les budgets militaires. Mais ça ne suffit pas. Il faut imposer un contenu européen pour garantir qu'on ne va pas acheter des F-35, des avions militaires américains, dont le décollage peut être décidé à Washington ou ailleurs. Il faut être capable de se dire qui sont aujourd'hui les meilleures armées en Europe ou autour de l'Europe, et qui disposent des moyens militaires les plus puissants. Le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Turquie. Ce ne sont pas des membres de l'Union européenne. Est-ce que pour autant, il ne faut pas se dire on va faire une union de défense avec ces États, parce que comme ça on aura accès au complexe militaro-industriel turc qui est de premier plan, on aura accès aux forces britanniques et on pourra tirer les leçons de l'expérience ukrainienne qui est irremplaçable sur le champ de bataille. Voilà ce que je propose de créer, que nous ayons une union européenne de défense avec les États qui sont les mieux armés et les plus préparés. On va arriver à la politique intérieure. Un mot encore de politique étrangère, de ce qui se passe. Vous faites la comparaison avec 2003, la guerre d'Irak, et une image nostalgique, si on veut, c'est Chirac, Schröder, Poutine. C'est l'époque où, au fond, ce front uni s'était fait contre l'invasion de l'Irak par les Américains. Est-ce que vous êtes nostalgique de ça ? C'est-à-dire le temps où, disons les choses, Chirac s'occupait pas beaucoup de ce qui se passait en Tchétchénie, Schröder ne faisait pas de morale, d'ailleurs il s'est jeté sur l'argent russe après avec une désinhibition assez totale, hein. Mais est-ce qu'on a perdu une occasion de s'entendre avec les Russes ?
Non, parce que les Russes n'ont jamais voulu s'entendre avec nous. Et moi, je n'achète pas du tout cette fable selon laquelle les Occidentaux auraient commis faute sur faute, ce qui aurait conduit aujourd'hui à l'attitude russe. J'ai une lecture très différente. Je pense que l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, après l'échec de la libéralisation et le moment d'inflation extrême qu'a connu la Russie, a signé la naissance de la volonté impériale russe. Et que, année après année, avec des avertissements que nous n'avons pas voulu voir et dont je fais part dans ce livre, que ce soit des agressions en Géorgie, que ce soit la Crimée, la Russie a affiché son ambition impériale. Et maintenant, nous nous réveillons avec une Russie à nos portes, qui non seulement a agressé l'Ukraine, entretient ce conflit depuis 5 ans, et s'apprête sans doute, à un moment ou à un autre, à agresser le territoire européen. Vous avez vécu des heures difficiles, c'est votre passage au gouvernement. Très bref, combien d'heures vous avez été ministre de la Défense? 12 heures et 7 ans et demi ministre oui, des Finances. on va en parler avec Pascal Perry. Je ne fais jamais des choses à moitié. Voilà, 12 heures. Est-ce que c'est une blessure encore? C'est-à-dire cette façon, le président de la République vous demande d'être ministre, Sébastien Lecornu vous demande d'être ministre, et au lieu qu'on vous applaudisse, ça crée une alerte nucléaire. Non, c'est pour moi surtout une incompréhension totale. C'est blessant quand même. Les blessures font partie de la vie politique, sinon il faut choisir un autre métier. Mais j'étais venu pour servir, j'avais refusé pendant plusieurs semaines un certain nombre de propositions, de postes, mais ma conception du service des Français, c'est que lorsque le chef des armées appelle un responsable politique qui pendant 25 ans a servi les Français et lui dit « on a une guerre en Ukraine, nous avons une difficulté industrielle militaire avec les Allemands, tu es un grand connaisseur des Allemands, je te demande personnellement de prendre le poste de ministre des Armées. » Vous avez été fâché parce qu'il vous force la main et ensuite la porte vous revient dans la figure. Il ne m'a pas forcé la main. Ah oui, il a mis du temps à vous convaincre. Il a fait appel à mon sens du devoir et je crois au sens du devoir. Je crois au sens de la mission. Je pense que c'est ça qui fait le sens d'un engagement politique. C'est pas les querelles politiciennes, c'est pas les chicayas, c'est pas monsieur un tel ou madame Trucmuche, c'est le service des Français. On vous appelle sur une mission importante. Vous répondez oui. Vous racontez la scène avec quand on annonce votre nom sur le perron. Bon, alors ça crée un tremblement de terre. Sébastien Lecornu vous appelle et il dit vous ne voulez pas, vous voyez avec Sébastien Lecornu? Je vous vois. Je le tutoie et il me voit. Ah bon, pourquoi? Parce que si vous remontez dans le passé, c'est vous l'aîné, non? Oui, je suis malheureusement beaucoup plus âgé que le Premier ministre, qui a été mon conseiller, qui ensuite a monté et qui fait, ce qui me fait très plaisir, un magnifique parcours politique. Et donc, le Premier ministre Sébastien Lecornu vous appelle et vous dit vous ne voulez pas appeler Retailleau, il chouine un peu. Il a beaucoup chouiné, mais c'est une incompréhension totale. Je pensais que Bruno Retailleau était venu pour servir lui aussi les Français au gouvernement. Vous lui en voulez d'avoir chouiné? Moi, je n'en veux à personne. C'est pas du tout mon état d'esprit. Non, mais très franchement. C'est pas Jésus-Christ. Vous avez le droit d'avoir des sentiments. J'ai des sentiments, mais assez peu pour la classe politique. C'est-à-dire? Assez peu. J'ai des sentiments pour ma femme, j'ai des sentiments pour mes enfants, pour mes amis, j'ai des sentiments pour les Français que je rencontre. J'en ai assez peu pour la classe politique, à quelques exceptions près. Est-ce que tout ça n'est pas un peu amateur quand on lit ça, ce récit-là, il chouine pas un peu, etc. Nommer un ministre sans consulter un poids lourd du gouvernement, on ne parle pas d'une association de ping-pong, et on parle de la 7e puissance économique de la France. Est-ce que tout ça n'est pas un peu amateur? Dans mon idée des institutions, le chef de gouvernement nomme les ministres et les propose au président de la République. Moi, je n'ai pas vu des institutions dans lesquelles les autres ministres ont des commentaires à faire sur les nominations de leurs collègues. Ça s'appelle ce que nous vivons aujourd'hui, la crise de régime. C'est quand tout est cul par-dessus tête. La crise de régime. Un ministre n'a pas à se prononcer sur la nomination d'un de ses collègues. Est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron... Sinon, croyez-moi, on aurait beaucoup de mal à former un gouvernement. Est-ce qu'il a été le plus malin? Vous dites, vous avez une formule, vous êtes plutôt indulgent, plus que ça, vous êtes tout à fait respectueux du président de la République, vous avez quand même une ou deux formules un peu vachardes, notamment vous dites fin de règne. La fin de règne, bien sûr. C'est une fin de règne? Mais au bout de 10 ans de vie et de présidence de la République, c'est normal qu'il y ait une fin de règne. Ça arrive. Vous savez la nuance que ça. Quand on dit fin de règne, ça veut dire fin de règne. 1 an avant, c'est un peu tôt. 1 an avant, ça n'est pas tôt. La fin, quand on est à la 9e année, c'est le début de la fin. C'est normal. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est la crise de régime que nous vivons. Car pour moi, lorsque les institutions
n'apporte plus les réponses que les Français sont en droit d'attendre sur leur sécurité, sur leurs revenus, sur leur situation personnelle, ça s'appelle la crise. Et pourtant, est-ce qu'ils sont les plus malins? Emmanuel Macron, même sans avoir une majorité stable, il est toujours au pouvoir. Il aura fait, apparemment, on va voir ce qui se passe il y a encore un an, mais apparemment, il a un Premier ministre à sa main. Sans doute qu'il a toujours été son chouchou, M. Lecornu. Donc tout va. Au fond, on dit il s'est trompé, etc. On lui reproche la manière dont il a formé un gouvernement, on lui a reproché la dissolution, on lui reproche de ne pas avoir fait de loi rectificative sur le budget, de ne pas croire assez au risque de la dette. Mais il est là, il est au pouvoir et il a tout le pouvoir jusqu'à la fin. C'est bien joué. C'est pas à la durée qu'on juge un homme ou une femme politique. C'est à la transformation du pays. C'est à la manière dont le pays a avancé. En tout cas, j'ai toujours conçu mon engagement politique de cette manière-là. Et celui qui vous dit ça, une fois encore, a battu le record de longévité au ministère de l'économie et des finances. Donc il y a des choses qui ont été très positives, et puis il y a des choses qui n'ont pas marché. Et je pense qu'il est extrêmement important, depuis 2 ans que j'ai pris du recul par rapport à la vie politique, de reconnaître ce qui n'a pas marché. Et d'arriver à cette conclusion très simple, et pour le coup très personnelle, nous aurions pu et nous aurions dû mieux faire. Bruno Le Maire, le temps qui vient, il reste une année. Vous faites partie au sens très large. Vous êtes encore un homme de droite? Mais je crois que je ne me suis jamais défini Gaulliste comme un homme de droite. Gaulliste. Je suis un gaulliste. Je pense qu'il y a du bon à trouver dans l'ensemble des convictions des Français. Alors, bloc central. Bloc central, ça vous va pas. Non, bloc central. Alors, vous êtes où alors? Où est-ce que vous êtes? Bloc central, il n'y a ni bloc, ni central. Et s'il y a bloc, il n'est pas central. Ouais. Bon, je me suis engagé comme gaulliste, je reste gaulliste. Vous voyez que j'aime bien l'histoire. Alors, appelons ça comme vous voulez. Vous appelez le Marais, si vous voulez. Il y a M. Philippe, M. Attal, M. Darmanin, qui d'autre? Vous? Mais je suis en dehors du jeu politique. Vous n'y reviendrez pas? Donc, ne me faites pas replonger. Vous n'y reviendrez pas? Les 2 pieds Promis dedans. juré, comme ça? Vous n'y reviendrez pas? Promis juré que le jeu politique ne me passionne pas. En 2027, si on vous dit soit Premier ministre, soit ministre? Darius Rochebain, je viens ici défendre un livre. Oui. Je viens pas défendre une candidature, un retour ou je ne sais trop quoi d'autre. Je viens faire part de mon expérience. Mais vous parlez du destin de la France. Il s'agit de ceci. C'est-à-dire que est-ce que le mieux placé dans les sondages à un moment donné devra être le candidat de tout cela? Et tout ce que vous dites conduit à entretenir une illusion. L'illusion qu'un homme ou une femme, à l'occasion d'une élection présidentielle en 2027, sera celui qui sauvera la France. Sauvera. On a eu la successivement... Ve République. Non mais permettra au pays tout d'un coup d'aller beaucoup mieux. Moi, je ne crois plus à cette fable. Je pense que c'est une illusion. Je pense que ce qui permettra aux Français de sortir des difficultés où ils sont depuis maintenant des décennies, pas simplement des années, c'est justement qu'on leur refasse confiance, qu'on leur donne la liberté qu'ils attendent pour réaliser tout le potentiel qu'ils ont en eux. Et vous voyez bien que c'est un changement de logique que j'ai peut-être opéré à la faveur de ce retrait de la vie politique, de ne plus attendre tout de celui ou de celle qui sera élu l'année prochaine, mais attendre tout des Français. Ça passe, Bruno Le Maire, par l'économie. Vous allez nous rejoindre, Pascal Perry, je vous en prie, puisqu'on va parler de l'actualité très immédiate et très chaude qui se passe à Hormuz, les conséquences, mais aussi évidemment de la dette, de ce terrible boulet de la dette que vous n'êtes pas le seul à traîner. La France entière le traîne et les générations de ministres avant vous. Bruno Perry. Alors, Pascal Perry et Bruno Le Maire. Écoutez, monsieur le ministre, il y a une dépendance très forte des Français aux hydrocarbures. Vous voyez la sensibilité autour du prix du litre de carburant. Est-ce que, ministre, vous auriez suggéré qu'on baisse la fiscalité au moins un temps sur les carburants pour alléger la facture des Français? Non. Question simple, réponse simple. Comment sortons de la dépendance aux hydrocarbures? Parce que demain, on aura toujours besoin d'essence, de gaz, on transforme les usages progressivement. D'abord, Pascal Perry, on évite les bêtises. Oui. Et la première bêtise, c'est d'avoir renoncé au nucléaire, annoncé à grand roulement de tambour qu'il fallait fermer les centrales. Je crois être un des rares à m'être opposé à la fermeture de la centrale de Fessenheim et avoir toujours, avec beaucoup de constance, défendu l'énergie nucléaire. Moi, je suis toujours stupéfait de voir cet art qu'ont les responsables politiques à torpiller ou critiquer ce qui marche en France. Le nucléaire, c'est un des rares atouts stratégiques dont dispose la France. Donc déjà, vous investissez sur le nucléaire, vous accélérez, vous recréez des formations pour que vous ayez des apprentis, des soudeurs spécialisés dans le nucléaire. Vous utilisez l'IA qui va permettre de renforcer terriblement la sécurité et la sûreté des centrales nucléaires. C'est la politique qui a tué le nucléaire.
c'est l'alliance des socialistes avec les écologistes. La droite a toujours été assez claire, enfin votre famille politique a toujours été assez claire, même si c'est vrai, Chirac s'était spécialisé dans la nomination de ministre de l'énergie antinucléaire. Parfois quelques ambiguïtés, mais enfin on ne va pas pleurer sur le lait renversé, on va essayer de se projeter vers l'avenir. La Chine aujourd'hui construit 2 centrales nucléaires par an. Nous on en projette 8 dans les 15 années à venir. Donc il faut accélérer. Il faut être les champions de la fusion, qui sera peut-être la technologie la plus avancée, peut-être coopérer avec les Allemands sur ce sujet-là, accélérer dans ce domaine. En deuxième lieu... Ils y sont prêts, les Allemands ? Parce que ce serait quand même un changement de culture décisif. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à revenir sur le nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui, avec des déchets. Je pense qu'ils sont prêts à investir sur la fusion qui permettra d'éviter les déchets et d'avoir un nucléaire encore plus propre. Ensuite, il faut accélérer sur l'électrification. Si on fait du nucléaire, il faut accélérer sur l'électrification. Je trouve que les décisions qui ont été prises par la Commission européenne, elles étaient maladroites quand on a dit on abandonne le moteur thermique. Mais ce qui est encore plus maladroit, c'est de revenir en arrière et de semer le doute sur ce qu'est l'objectif. Bruno Le Maire, est-ce que vous croyez au scénario catastrophe ? Et je vous engage évidemment dans la question, c'est-à-dire le scénario catastrophe qu'on lit parfois, ce qui se passe à Hormuz va créer des pénuries très graves ici, et une crise pétrolière potentiellement. Je pense qu'il serait totalement irresponsable de ne pas envisager ce scénario. Personne n'en sait rien. Mais la principale qualité d'un homme politique, au-delà du courage, c'est d'anticiper. Donc peut-être que demain le blocus sera levé, que les prix vont repasser sous les $100 le baril. C'est très grave, parce que les crises pétrolières ont rythmé le XXe siècle de manière parfois tragique. Vous avez une deuxième option, c'est celle où le prix du baril monte à 120, à 130, à $150. Ça a une répercussion immédiate sur les prix à la pompe, bien entendu. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus redoutable et qui inquiète terriblement nos compatriotes à juste titre, c'est l'inflation alimentaire. Et le retour de l'inflation alimentaire causera des problèmes sociaux, des problèmes à chacun des ménages dans notre pays qu'il faut savoir... Mais pardon, juste un mot là-dessus, c'est tellement lourd ce que vous dites, inflation alimentaire. Vous pensez qu'il y a un certain nombre de Français qui ont de la peine à s'alimenter, disons, correctement à cause de ce qui se passe ? Vous avez eu 2 grandes crises inflationnistes au cours des 60 dernières années. L'une dans les années 70, la deuxième à partir de 2020, quand les prix du gaz et du pétrole, parce qu'aujourd'hui c'est uniquement les prix du pétrole, à l'époque c'était aussi les prix du gaz qui avaient flambé, multipliés par 2, 3, 5, 6, avec une inflation à 2 chiffres. J'ai eu à gérer cette crise. Et nous avons fait le maximum pour protéger nos compatriotes, leur éviter de souffrir de cette inflation, qu'elle soit alimentaire ou qu'elle soit sur les prix du carburant. Et c'est pour ça que je vous dis avec beaucoup de gravité aujourd'hui qu'il serait irresponsable de ne pas préparer l'hypothèse où la flambée des prix du pétrole entraîne le retour de l'inflation. Mais il y a d'autres sources d'approvisionnement que le détroit d'Ormuz. Le marché aurait besoin de 10 millions de barils jour en plus. C'est pas le bout du monde, Bruno Le Maire. Là, vous décrivez quelque chose qui est une espèce d'apocalypse. Je ne lis pas Pascal Perry dans le Mar de café. Ouais. Mais j'ai de l'expérience. Et je sais qu'il vaut mieux être prêt au pire, tout en préparant, bien entendu, le meilleur et en espérant le meilleur. J'ai le souvenir très vif d'un mois de février 2020 où nous étions en réunion du G7, les 7 pays les plus importants économiquement de la planète, en Arabie Saoudite, et on a vu venir la crise du Covid. Et on a vu comment, en l'espace de quelques jours, le monde qui se portait bien, qui avait de la croissance, basculait dans la crise. Aujourd'hui, vous avez le détroit d'Ormuz qui est bloqué, où on ne voit pas de solution politique immédiate. Tant mieux s'il y a une solution politique, tant mieux s'il y a un accord, tant mieux si le détroit est libéré. Mais enfin, quand vous êtes à la tête de l'État français, quand vous êtes un responsable économique de premier plan, vous êtes obligé d'envisager l'hypothèse où les prix continuent de monter et se répercutent non seulement sur l'essence, mais aussi sur les produits alimentaires. Et comment fait-on puisqu'on n'a plus d'argent ? On ne peut plus aider les Français, les guichets sont fermés, Bercy ne répond plus. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est pas faute de Pascal Perry d'avoir dit, je crois même sur ce plateau, au moment où je me battais pour baisser les dépenses, revenir à la normale, contre à peu près toute la classe politique, qu'il fallait rétablir les comptes pour une seule et simple raison, anticiper l'éventualité d'une prochaine crise. Je ne veux pas anticiper ce qu'on va se dire après, mais j'ai retenu une idée de votre livre et puis de vos premiers échanges. Ça s'appelle la vitesse de l'histoire. C'est un concept qui est assez connu aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est le taux de changement et la rapidité des changements.
On n'est pas un vieux pays administratif un peu assoupi, fatigué, qui a du mal à réagir vite, qui attend de voir l'obstacle et qui éventuellement réagit au dernier moment. Non, Pas toujours. On est une grande nation qui a perdu son esprit français. Et je pense qu'un des grands enjeux politiques aujourd'hui, c'est de retrouver cet esprit français. C'est fou comment on s'est laissé entraîner dans un esprit qui, en fait, n'est pas le nôtre. Mais c'est lequel, alors ? Suradministration, des normes partout, des contrôles en veux-tu, en voilà. certaine tradition. Ça, c'est l'esprit, Un principe de précaution. C'est pas ça, la France. La France, c'est l'inventivité. C'est l'innovation. C'est la science. C'est le risque. C'est les mermozes qui prennent leur avion et qui franchissent des distances absolument invraisemblables au risque de leur vie. Ça, C'est le maire. Et si nous arrivons à retrouver cet esprit de risque, d'innovation, là, l'avenir nous Vous est le savez mieux quiconque, il y a des régulateurs à tous les coins de rue. Mais Mais partout. je rajoute juste un élément qui me permet de répondre de manière un peu tardive à la question de Darius Rochebin. Non, l'Europe n'est pas sortie de l'histoire, mais elle loupait une marche. Pour la première fois en 2 siècles, l'Europe a manqué une révolution industrielle. Elle qui était à l'origine des révolutions industrielles, a manqué la révolution du numérique dans les années 90. Et cette erreur, nous la payons cash, extrêmement cher. Là où il y a de l'innovation, de la productivité, L'intelligence artificielle. là où il y a de l'intelligence artificielle, là où il y a tous les progrès futurs, c'est dans la tech. Pas de bol pour nous, il y a 30 ans, on a loupé la marche. Et bien maintenant, s'il y a une chose sur laquelle nous devons concentrer nos efforts, que ce soit en France ou en Europe, c'est de regagner du terrain sur les nouvelles technologies. Et la bonne nouvelle, pour nous tous, c'est que le pays qui a les meilleurs atouts pour réussir sur l'IA, sur la tech, sur les semi-conducteurs, sur le cloud, sur le stockage des données, il a un nom, c'est la France. Un mot sur le pouvoir, Bruno Le Maire. Vous dites que le pouvoir doit être en France un peu plus sobre. Alors, je me permets de vous dire, j'étais un peu ironique avec vous. Il se trouve que j'étais sur la Seine l'autre jour, il y a 2 ou 3 jours, avec les touristes japonais, chinois, etc. Avec mes enfants, j'ai fait un tour en bateau-mouche. Je n'avais jamais fait ça, c'est très agréable, je veux dire. Et je pensais à vous. Je me disais, quand on est ministre des Finances, on a la petite vedette. On peut faire la Seine. C'est royal, franchement, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Vous avez profité du côté des heures de la République, alors même si Bercy c'est un peu moche entre nous, mais enfin, c'est Bercy, quoi, c'est grandiose. Et aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'il faut revoir ça ? C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'Élysée, sortir de Matignon. On peut reprocher beaucoup de choses à Bercy, mais pas les heures de la République. C'est vrai. Mais est-ce qu'il faut sortir du côté trop monarchique ou post-monarchique ? Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose à faire là ? Je pense qu'il faut une République décente. Et une République décente, c'est une République qui va vers plus de simplicité et vers plus d'efficacité. Je pense que cet enjeu de la redéfinition des rapports entre l'exécutif et le législatif, la simplification du rôle de chacun, la limitation du nombre de ministres, 10, inscrits dans la Constitution, pas plus, la répartition des rôles entre un président de la République qui protège et qui rassemble, rien de plus. Et un Premier ministre qui sera au cœur du gouvernement. Une Assemblée nationale qui devrait consacrer la moitié de son temps, non pas à légiférer, mais à contrôler. Et à qui on donne les moyens du contrôle, en mettant par exemple à sa disposition la Cour des comptes. L'autonomie fiscale et normative pour les collectivités locales, pour qu'elles puissent vivre, pour qu'elles puissent s'épanouir, et pour que la taille des passages piétons soit peut-être différente entre Nantes, Nancy, Reims et Vesoul. Ça n'aura pas grande importance, et que chacun puisse avoir plus d'autonomie financière. Et enfin, une plus grande responsabilité pour les partenaires sociaux, à qui on arrêtera de dire vous allez gérer l'assurance chômage, mais si jamais vous ne vous mettez pas d'accord, on ne reprend pas la main. Ça, c'est pas la responsabilité. Cette nouvelle définition des pouvoirs, elle est essentielle pour avoir des résultats. Et de là découle, parce que ce n'est pas un gadget, c'est la conséquence de cette redéfinition des pouvoirs, la fermeture de tous les palais de la République. Un ministre n'a pas à être dans un palais. Un ministre a à être à son bureau, au travail, pour les Français. On arrive à la fin, hélas. Allez, question brève, réponse brève. Une question, parce que c'est une maladie collective quand même, la dette. Vous avez été ministre. On voit bien que la dette nous handicape. Est-ce que vous avez une idée claire aujourd'hui de l'endroit où se trouvent les blocages ? Pourquoi sommes-nous si endettés depuis 50 ans ? Je pense que le blocage, il est extrêmement profond et il est lié à l'appauvrissement du pays. C'est ce que j'ai touché du doigt dans les attaques dont j'ai fait l'objet, et c'est ce que j'ai touché du doigt quand j'ai échoué à faire baisser, autant que je l'aurais voulu, la dette. C'est très difficile parce que l'augmentation de la dette, elle est d'abord liée aux dépenses sociales
et aux retraites. Et que dans un pays qui ne crée pas assez de richesses, vous avez trop de personnes qui dépendent trop fortement de ces dépenses sociales, de cette redistribution, pour accepter qu'on réduise la dette. Donc si nous voulons réduire la dette, il va falloir que nous fassions des choix fondamentaux sur notre modèle de production, on arrive à la sur fin. le travail, Oui. sur les retraites. Oui. Et je suis sûr que les Français y sont prêts.